Hello les voyageurs, de retour d'un road trip d'un mois dans les Balkans, je vous partage mon périple en quelques vidéos. Dans cet épisode, je poursuis ma découverte de l'Albanie. Je croise le célèbre Giro, la course cycliste italienne. Je pars explorer les pieds dans l'eau, le canyon Oltès. Je traverse par les pistes le mont Tomor et je visite Berat, la ville aux 1000 fenêtres. Pour ne rien louper de mon aventure dans les Balkans ou pour découvrir mes autres voyages, abonnez-vous à ma chaîne. Likez, commentez et partagez, ça fait toujours plaisir. Alors, prêt pour l'aventure ? Générique ! Je quitte Tirana, la capitale de l'Albanie, pour me diriger d'abord vers Elbasan, puis direction le canyon d'Oltès, pour une randonnée les pieds dans l'eau. Arrêt au château de Petrele, perché tout en haut du rocher qui domine le village. Malheureusement, le château est fermé. Depuis sa tour, je devais avoir des vues spectaculaires sur la vallée de l'Erzen, ses collines et ses oliviers. Tant pis, je reprends la route en direction d'Elbasan. Je croise plein de cyclistes. J'apprendrai plus tard qu'ils participent au Giro 2025, le célèbre Tour d'Italie. En effet, cette année, le départ plus 3 étapes de cette course italienne de vélo ont lieu en Albanie. Du coup, il y a des policiers partout et ça bouchonne un peu. J'arrive à Elbasan, la ville la plus polluée du pays. Une blague albanaise dit que l'aigle bicéphale, le symbole du drapeau national, est forcément né à Elbasan tant la ville est polluée. Je poursuis ma route via les montagnes albanaises. Encore des animaux sur la route. Je pars en direction du Canyoni Oltès, un canyon incontournable à visiter si vous voyagez en Albanie. C'est l'un des rares joyaux cachés albanais, encore aujourd'hui préservés du tourisme de masse. J'ai déniché l'endroit en surfant sur le net. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets en lien une vidéo sur ma façon de préparer mes road trips. Enfin bref, la piste qui mène au canyon est facilement empruntable avec n'importe quel type de véhicule. La météo menace de virer à la pluie. Alors je grignote vite fait un morceau avant de me lancer pour une randonnée, les pieds dans l'eau, à la découverte de ce canyon. Après avoir chaussé mes bottines de plongée, je m'enfonce tranquillement dans la gorge. Bizarrement, l'eau n'est pas froide. Sa température avoisine à la louche une quinzaine de degrés Celsius. Je poursuis mon évolution dans la gorge. Je découvre sur ma gauche une magnifique piscine de soufre. Je continue ma progression à l'intérieur de la gorge. Celle-ci se rétrécit de plus en plus et j'ai rapidement de l'eau jusqu'aux genoux.
Encore une piscine de soufre. La gorge fait 3 km de long. Les parois qui emprisonnent ce canyon étroit mesurent par endroits plus de 350 mètres de hauteur. La gorge se rétrécit davantage et comme j'ai bêtement oublié de mettre mon casque de spéléo, alors je marche le plus au centre possible du cours d'eau. Ce serait con de prendre un caillou sur le crâne. De nombreuses grottes karstiques m'invitent à les explorer. Aïe, il commence à pleuvoir quelques gouttes dans le canyon et le tonnerre gronde au loin. À l'évidence, un orage menace de déferler sur le canyon et de gonfler en un instant les eaux de la rivière. Par prudence, je préfère rebrousser chemin. Je me remémore le panneau planté à l'entrée du canyon et qui avertissait d'un risque soudain d'inondation dans la gorge en cas d'orage. Je ne suis plus trop rassuré, surtout que j'ai l'impression que le courant de la rivière devient tout à coup de plus en plus important. En plus, le tonnerre gronde de plus en plus fort, ce qui ne me rassure aucunement. J'accélère le pas. Faut que je sorte rapidement de cette gorge qui tout à coup m'étouffe. Le niveau de l'eau dans la gorge a d'ores et déjà monté. Les passages, que j'avais déjà empruntés à l'aller et où j'avais de l'eau jusqu'à mi-cuisse, mouillent maintenant mon entrejambe. Finalement, je sors du canyon sans souci. Encore une fois, Dame Nature m'aura fait un peu flipper. Je ne sais pas si cette émotion transparaît dans ma vidéo, mais cette randonnée dans ce canyon m'a paru parfois surréaliste. En tout cas, je vous la conseille vivement. Je quitte le canyon d'Oltès pour reprendre d'abord la route, puis pour tenter de rejoindre la ville de Berat par une piste montagneuse. Arrêt en chemin pour aider une tortue à traverser la route. J'en ai déjà malheureusement vu quelques-unes écrasées sur la chaussée, un peu comme les hérissons chez nous. En tout cas, celle-là, elle est peut-être sauvée. Je prends les axes secondaires pour rejoindre la piste montagneuse qui traverse le mont Tomor. Je traverse quelques villages. Je franchis la rivière d'Evol en empruntant un immense pont. Au loin, j'aperçois le majestueux mont Tomor. Après le village de Sotiré, la piste s'élargit. Oh, un Kangal, le célèbre chien berger d'Anatolie. La piste devient presque une autoroute qui devrait bientôt être macadamisée.
Je suis tenté d'augmenter ma vitesse, mais il faut toutefois que je reste vigilant, car par endroits, de grosses crevasses lézardent la piste. Arrivé au col, la piste élargie que j'ai empruntée jusqu'ici laisse place à une piste étroite mais néanmoins roulante. Au bout de quelques kilomètres, je croise un 4x4 albanais. Son conducteur, même s'il ne parle pas anglais, me fait comprendre que vu le gabarit de Bernie, mon imposante machine à voyager, je n'arriverai pas à franchir les virages en épingle qui plongent vers la vallée. Il me recommande vivement de faire demi-tour. Je le crois sur parole et rebrousse donc chemin. C'est toujours un peu frustrant d'être obligé de faire demi-tour, surtout après avoir parcouru pas mal de kilomètres. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mieux vaut renoncer et reprendre la piste en sens inverse que de s'entêter au risque d'être bloqué et de devoir forcer la mécanique, voire même d'abîmer ou pire de casser quelque chose. Je suis quand même perdu au milieu de nulle part et en cas de panne ou de casse, là je serai vraiment dans la mouise. Tant pis, la sagesse me conseille de rester humble et de ne surtout pas tenter le diable. Pour l'instant, je n'ai perdu que du temps. Si je m'obstine, je risque non seulement de perdre encore plus de temps, mais aussi beaucoup d'argent. Rebrousser chemin, ça fait aussi partie de l'aventure. Je retourne au col où j'ai repéré une aire de pique-nique. Ça fera un beau spot de bivouac pour la nuit. Je profite de la fontaine pour me réapprovisionner en eau. Ce matin, je rebrousse chemin en reprenant la piste empruntée hier, puis la route. Direction Berat, la ville aux 1000 fenêtres. Il faut savoir qu'en Albanie, il est vraiment difficile de passer d'une vallée à l'autre. Bien souvent, et faute de route, on est contraint de rebrousser chemin. C'est une donnée non négligeable dont on doit tenir compte dans l'élaboration de son road trip en Albanie, même s'il est vrai que les travaux colossaux de goudronnage des pistes avancent à grands pas pour désenclaver les villages isolés. Bref, tout ça pour dire que je suis contraint de reprendre en sens inverse la piste que j'avais empruntée hier. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Faut se faire une raison. Je redescends dans la vallée. Arrivé sur le bitume, je traverse quelques villes. Une forte odeur de goudron envahit mes narines.
Sur le bord de la route, j'aperçois les reliques d'anciennes pompes à pétrole et de tankers qui servaient à extraire puis stocker la boue bitumeuse de la vallée du Dévoli. Quelques monuments, plutôt explicites, me rappellent que je suis dans un ex-pays du bloc communiste. Après quelques heures de conduite, j'arrive à Berat, une des plus anciennes villes d'Albanie. Je laisse Bernie, mon compagnon de route à 4 roues motrices, sur un parking. 5 € pour la journée, ça va, c'est correct. Je pars à pied explorer la ville albanaise la plus photographiée du pays. La ville de Berat a été fondée au VIe siècle après Jésus-Christ. Coupée en deux par la rivière Ozan, la ville est aujourd'hui un musée à ciel ouvert. Datant de la période ottomane, son style architectural est unique au monde. Il est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur la rive gauche du fleuve Ozan se trouve Gorica, le quartier chrétien de la ville. Gorica accueille la basilique orthodoxe Saint-Spiridon. L'édifice est devenu un symbole important de l'histoire albanaise car c'est la toute première église qui a réouvert ses portes en novembre 1990 après la chute du régime communiste. Sur la rive droite se trouve Mangalem, le quartier musulman. C'est lui qui a donné le surnom à Berat, la ville aux 1000 fenêtres. L'endroit est plutôt sympa et je passe pas mal de temps à flâner dans les ruelles de la ville, même s'il faut bien avouer que l'endroit est hyper touristique et que ça pue le fric à plein nez. Bref, c'est sur ces quelques images de cette ville albanaise légendaire que je termine cet épisode. Retrouvez la suite de mon aventure balkanique dans de prochaines vidéos. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de le liker et de le partager. Si vous avez des questions ou des réactions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si vous voulez découvrir d'autres vidéos, c'est simple, abonnez-vous à ma chaîne. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.